Présente d'ailleurs This meeting is being recorded. qui représente d'ailleurs 20 000 emplois directs et indirects au Québec. Et surtout en créant pour nos membres et nos partenaires des occasions de partage de savoir et de ressources et des opportunités d'apprentissage et de collaboration innovantes. Donc, à l'heure actuelle, les sujets sont les cibles climatiques, les énergies propres et renouvelables, la carboneutralité. Les prochaines années seront déterminantes. Il n'y a pas de solution unique, mais une des clés est certainement la production et l'usage de l'hydrogène vert, en chimie, dans le transport, en industrie. Et à cet égard, on pense que le Québec est particulièrement bien positionné pour devenir un acteur majeur et les opportunités sont nombreuses. Alors, nous sommes très choyés aujourd'hui d'avoir deux spécialistes, deux références à la matière pour en parler. Avant de les présenter, par contre, je tiens à féliciter l'initiative de Sylvain Desbiens, notre trésorier à la DIC, et Esteban Bongiovanni, notre directeur général, qui ont non seulement eu l'inspiration de faire découvrir le potentiel que représente l'hydrogène vert, mais qui ont rendu l'idée à terme. Alors, je tiens à les féliciter et je remercie d'avance nos conférenciers, Bruno Paulet et Simon Barnabé, et notre animateur Stéphane Ruggieri, qui seront présentés tout à l'heure d'ailleurs. Je m'en voudrais de ne pas remercier nos précieux partenaires aujourd'hui, Écotech Québec, Hydro-Québec et Coefficience. Et d'ailleurs, c'est avec un grand plaisir que je cède la parole maintenant à Josée Bradette, qui est présidente de Coefficience et directrice exécutive chez Énergir. Josée, je t'invite à te présenter, s'il vous plaît. Merci Manon. Tu as tellement raison quand tu dis qu'on vient d'horizons différents et qu'on représente la diversité de l'industrie de la chimie. Puis je pense que c'est ça qui fait notre force. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Josée Bradette, coprésidente chez Coefficience, le comité sectoriel de la main-d'œuvre, de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz, et directrice exécutive à la formation chez Énergir. Au nom de Coefficience, je suis vraiment heureuse de vous retrouver tout le monde dans cette conférence qui abordera une thématique très importante et actuelle pour nos entreprises, c'est l'hydrogène vert, comme on dit. L'hydrogène vert est en effet un sujet de premier ordre pour l'industrie de la chimie. Depuis quelques années, l'hydrogène a fait l'objet d'un nouvel engouement au Québec et dans le monde entier, parce qu'il joue un rôle déterminant dans notre transition énergétique. L'industrie de la chimie est une industrie en constante évolution et la question de l'hydrogène est stratégique dans les réflexions que nous devons avoir, particulièrement autour du virage que plusieurs entreprises ont mis en marche et que d'autres songent à mettre en marche. C'est certain qu'on ne peut pas passer sous silence le besoin de la formation de la main-d'œuvre, le développement des compétences, l'adaptation aux nouvelles technologies et au marché. C'est pour cette raison-là que Coefficience est fière d'être partenaire à cet événement et de s'associer à des projets qui sont concrets, qui s'inscrivent dans la transition énergétique du Québec. Merci à la DIC pour l'organisation de cette conférence-là. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, mais surtout, merci de vous soucier de la transition énergétique. Alors, sur ce, bonne conférence à tous. Merci. Alors, j'aimerais inviter maintenant Mme Isabelle Leblanc. Isabelle est déléguée principale au développement des affaires chez Hydro-Québec. Alors, je te cède la parole. Merci beaucoup, Manon. Donc, effectivement, déléguée au développement des affaires pour la filière hydrogène vert. Donc, bien contente d'être parmi vous ce midi. Je pense que tout le monde est conscient qu'Hydro-Québec a beaucoup évolué là, dans les dernières années avec la mise en place de différentes filiales comme ILO, EVLO. On parle beaucoup d'éolien, on parle beaucoup d'hydrogène vert. Donc, le but d'Hydro-Québec dans les années à venir, c'est plus d'être un simple fournisseur d'énergie, de puissance, mais vraiment de devenir un partenaire stratégique là, pour aider les entreprises à réaliser leurs projets. Donc, Hydro-Québec a identifié quatre grands axes sur lesquels il faut vraiment prendre action immédiatement si on veut réussir là, ce partenariat. Donc, on a constaté évidemment que nos bilans d'énergie et de puissance se resserrent dramatiquement alors que la demande augmente rapidement. Je pense que tout le monde est au courant des chiffres là,
de puissance installée au Québec de 40 000 mégawatts, alors qu'on a reçu pour 15 000 mégawatts de demandes de nouveaux projets, beaucoup orientés là, dans la décarbonation, l'hydrogène et toutes sortes de projets porteurs. Malheureusement, avec la capacité actuelle, ce sera impossible de raccorder tous ces projets-là. Donc, vous avez aussi entendu parler du fameux moratoire de 50 mégawatts là, qui a été imposé. Donc, tous les projets au-dessus de 50 mégawatts sont un peu en attente actuellement parce que l'idée d'Hydro-Québec et du gouvernement, c'est vraiment de prioriser les projets les plus porteurs pour la décarbonation et l'économie du Québec, puis de s'assurer qu'il y a des retombées locales. Donc, c'est un processus qui est en cours d'élaboration et qui va bientôt être communiqué aux entreprises. La deuxième chose qu'on a constatée, c'est l'augmentation de nos coûts d'approvisionnement. Donc, au Québec, on est chanceux, on a un bloc patrimonial en hydroélectricité qui est à 3 sous le kilowattheure, qui est généré par nos barrages construits il y a 70 ans. Mais toute nouvelle addition à notre réseau là, en puissance est évaluée à un coût marginal de 11 sous le kilowattheure. Donc, évidemment, ça, c'est un autre enjeu auquel on s'attaque pour vraiment s'assurer là, que, oui, la transition énergétique entraîne des coûts, mais qu'on peut maîtriser ces coûts-là pour rester compétitif là, sur le marché international. Troisième chose, il faut moderniser nos réseaux de transport et de distribution pour les rendre plus agiles. Donc, aujourd'hui, on est plutôt unidirectionnel, Hydro-Québec vers les clients. L'intention, c'est de moderniser, d'ajouter des technologies pour que les clients puissent se parler entre eux, que les clients puissent communiquer aussi avec Hydro-Québec, donc des échanges, rendre le réseau plus agile finalement. Puis quatrièmement, il faut investir considérablement dans nos infrastructures là, pour permettre d'accueillir la croissance. Donc, c'est avec ces constats-là en tête qu'on prend des actions puis qu'on veut vraiment devenir le meilleur partenaire possible pour l'industrie, le gouvernement, puis la société dans notre objectif de réaliser la transition énergétique ensemble. Je veux souligner aussi l'importance d'impliquer Hydro-Québec tôt dans vos processus là, de développement de projets. Parlez avec vos délégués commerciaux, faites connaître vos besoins en énergie, puis comme ça, on va pouvoir vous guider là, au travers des différentes étapes. Et puis, dans le cas particulier des projets en hydrogène vert, je tiens à mentionner qu'Hydro-Québec peut même être intéressé à devenir un partenaire financier si les intérêts sont alignés. Donc, je conclue en vous disant, parlons-nous et réalisons ensemble la transition énergétique. Merci. Et c'est le but de la conférence aujourd'hui. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même vous présenter notre animateur qui prend le contrôle dès maintenant, M. Stéphane Ruggieri, et dont la feuille de route est très impressionnante. Alors, il est titulaire d'une maîtrise en électrochimie. Stéphane est également titulaire d'un doctorat en énergie et matériaux de l'Institut national de recherche scientifique sur les matériaux énergétiques et les télécommunications dans le domaine des batteries à hydrure métallique au nickel. Stéphane a développé son réseau d'entreprises québécoises et également à l'étranger. Ses découvertes et son expertise en chimie verte ont mené au développement du tout premier inhibiteur de corrosion en système clos au Canada qui soit certifié Écologo. Il est considéré comme un expert en corrosion, en chimie minérale et en hydrogène. Il est l'auteur et co-auteur de 12 publications évaluées par des pairs. Et Stéphane agit maintenant à titre de conseiller en technologie et innovation pour le Centre de recherche et d'innovation sur les matériaux de pointe Prima Québec. Et d'ailleurs, tout récemment, en 2022, l'équipe de Prima Québec a publié un mémoire dans le cadre des consultations écologiques sur l'hydrogène et la bioénergie. Alors, Stéphane a gracieusement accepté d'être l'animateur de notre conférence aujourd'hui et vous serez d'accord, je pense, qu'elle est entre très bonnes mains. Alors, sur cela, je lui cède la parole et vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonjour à tous, merci Manon, merci Esteban pour l'invitation. Bonjour à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui à midi. Je vais sans plus tarder partager mon écran pour montrer un petit peu qui est Prima Québec et qu'est-ce que nous réalisons et qu'est-ce que nous allons réaliser aussi dans le domaine de l'hydrogène vert. Donc, mon écran, je suis en train de le partager. Aujourd'hui, Prima Québec, je vais un petit peu présenter les 4 piliers. Nous avons 4 piliers à Prima Québec. Donc, le but, en fait, c'est vraiment d'accompagner les expertises, les besoins en R&D, les personnes hautement qualifiées, les occasions d'affaires aussi. On a aussi la recherche des partenaires industriels et académiques pour faciliter le maillage, comme aujourd'hui par exemple.
Le deuxième volet qu'on tient, c'est l'infrastructure. On a une plateforme web qui s'appelle l'IRDQ, qui permet en fait aux compagnies québécoises d'avoir accès à des équipements de pointe, de plus de 400 millions de dollars d'équipements. Et on coordonne aussi une plateforme et on fait la promotion. Le troisième volet de Prima Québec, c'est le financement, évidemment. On finance des projets collaboratifs, tripartites principalement, TRL 1 à 6. Sinon, pour les autres niveaux de maturité de projet, on aiguille vers d'autres sources de financement. Et enfin, on fait le rayonnement des membres Prima Québec, des compagnies et aussi des universités, centres de recherche et CCTT, ici et à l'étranger. Et on a aussi des liaisons avec des partenaires étrangers. Résultat, 2016-2021, quelques chiffres. 8-8, 91 projets, 82,4 millions de dollars en valeur totale. Le but, évidemment, c'est de relancer tout ce qui est académique, donc avoir des nouveaux étudiants qui sont formés d'autres qualités, des maîtrises, des doctorats, des postdocs, mais également aussi d'avoir des brevets, de relancer l'économie au niveau des emplois. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait chez Prima Québec. Également, l'hydrogène, maintenant, c'est le sujet d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on le trouve en ce moment et prochainement? On le trouve un peu partout. On ne le sait peut-être pas, mais l'hydrogène, déjà, on voit ici la production électrolyseur PEM à Bécancour. Évidemment, on produit l'hydrogène à partir de l'eau, par hydrolyse de l'eau. On va le compresser et avoir de l'hydrogène liquide. Donc, c'est sûr que nous, Prima, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est gestion de l'eau, les catalyseurs utilisés, les plaques bipolaires et le remplacement aussi catalyseur iridium par d'autres technologies. Également, gaz de synthèse. Gaz de synthèse, c'est quoi? C'est prendre la pollution de l'air, par exemple, et avec des électrons verts, faire de l'hydrogène vert et faire des gaz de synthèse. Aussi, production d'énergie renouvelable. On rejoint Hydro-Québec avec le solaire et l'éolienne. Donc, il faut savoir qu'un panneau solaire, ça fait appel à des matériaux avancés. L'avion du futur, on en parle aussi. Je n'aimerais pas la compagnie qui est européenne. Donc là, il y a des matériaux avancés pour les réservoirs de carburant et moteurs électriques. Il y a aussi les réservoirs cryogéniques. Les bioénergies, production d'hydrogène à partir de biomasse. L'industrie du béton vert. Le béton est extrêmement polluant en termes d'économie. Donc là aussi, il faut un petit peu verdir ce domaine-là. Et enfin, dans les taxis, autobus, camions, c'est sûr qu'on a beaucoup de véhicules électriques qui peuvent aussi fonctionner avec des piles à combustible PMFC, donc membrane échangeuse de protons. On s'intéresse aussi aux catalyseurs, aux membranes échangeuses d'ions, des plaques bipolaires et aussi remplacer les métaux nobles platine par des non nobles. Et aussi les céramiques pour moteurs à combustion, réservoir de stockage plus sûr pour l'hydrogène. On a, comme mentionné tantôt, on a écrit chez Prima Québec un mémoire dans le cadre des consultations sur l'hydrogène vert et bioénergie par Prima Québec. Donc, j'ai mis ici l'hyperlien pour ceux qui sont curieux d'aller voir ce qu'on a écrit là-dedans. Donc, en fait, on fait vraiment affaire à l'écosystème québécois, au niveau des chercheurs, des compagnies qui sont impliquées dans l'hydrogène. Un des projets qu'on supporte en ce moment avec SAFPLUS, donc on récupère la pollution de l'air, CO2, avec de l'hydrogène vert. Sur catalyseur, on va faire des gaz de synthèse qui vont être transformés en kérosène pour faire des carburants verts qu'on appelle Sustainable Aircraft Fuel, donc des carburants durables. Projet Carboneutre financé par Prima Québec par le biais de Innover. Le projet est carboneutre parce qu'on utilise du CO2, mais on rejette du CO2. Donc, c'est un projet qu'on est capable de financer. Également, un autre projet où on génère de l'hydrogène à partir de déchets miniers. Cette fois-ci, c'est un projet qui est carbon-négatif, puisque les déchets, au lieu d'être enfouis, ils sont revalorisés. Évidemment, c'est des catalyseurs à base de nickel. Un projet de professeur Abazioglou à l'Université de Sherbrooke avec Rio Tinto. En fait, futur dans les méthodes avancées. Et puis, en fait, je suis ouvert à toute part de questions par la suite. Donc, ça, c'était vraiment pour présenter Prima Québec. Et maintenant, je vais donner la parole à Manon. Manon. Alors, en fait, j'aimerais vous présenter notre prochain conférencier, Bruno Paulet. Bruno, je vais pas sous la main ta biographie parce que je crois que c'est Simon d'abord. Mais je l'ai. Je crois que c'est Simon d'abord. Simon d'abord? Oui. Je n'ai pas malheureusement la biographie de Simon. C'est très malheureux parce que on m'avait dit que Bruno ferait cette présentation. Non, je peux me présenter rapidement. Oui, c'est ça. Si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On va gagner du temps. Mon nom, c'est Simon Barnabé. Je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
je suis le co-directeur de l'Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduits et écoénergie à base de biomasse. Mais aujourd'hui, je suis surtout le chercheur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Puis je m'occupe des collaborations avec le milieu. Puis je suis entre autres impliqué beaucoup dans un projet de zone d'innovation à Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan, où l'hydrogène et l'industrie chimique sont fortement présentes. Et c'est d'ailleurs le début de ma présentation. Pour parler d'hydrogène et d'industrie chimique, je me suis dit que ce serait bon de contextualiser certaines choses et j'ai utilisé le projet de zone d'innovation en question. Rapidement, les projets de zone d'innovation, on un peu. Je vais vous simplifier ça, là. C'est très simple. C'est des Silicon Valley. C'est notre gouvernement qui, il y a 2 ans, a lancé un programme pour se doter de ses propres Silicon Valley. Fait que c'est un peu ça qu'on va avoir. C'est des super grappes industrielles académiques qui deviennent des lieux attractifs de talent, d'expérimentation, de démonstration et de formation. Vous avez ici un lien web sur la conférence de presse des 2 premières zones d'innovation. Je vous invite à le consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est les zones d'innovation. Fait que Bécancour, Trois-Rivières se sont lancés dans cette aventure-là avec leurs atouts. À Bécancour, c'est quand même le plus grand parc industriel-portuaire du Québec. L'industrie lourde est fortement présente, surtout l'industrie chimique. C'est sur la gestion du gouvernement du Québec. Puis, ce qui est particulier, c'est que depuis l'année dernière, on a une production d'hydrogène vert avec un électrolyseur de 20 MW avec la technologie PEM qui est en fonction. Puis, il y a quelques entreprises aussi qui œuvrent dans le secteur des batteries qui vont bientôt arriver. Du côté de Trois-Rivières, il y a beaucoup d'excitation autour de l'hydrogène. On a un écosystème aussi là qui est en train de se bâtir. Puis vous avez la présence de l'UQTR ainsi que 3CCTT. Donc, il y a quand même une bonne activité au niveau recherche et innovation qui se fait là. Et tous ensemble, on s'est dit, coudonc, on serait un écosystème idéal d'expérimentation et de démonstration pour l'hydrogène et les technologies de décarbonation en soutien à l'électrification. Fait que, attendez un peu, on ne voit pas tous mes titres, là, mais ce n'est pas grave. En fait, là, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on avait un voisin, Shawinigan, excusez-moi, on avait un voisin, Shawinigan, qui avait aussi un projet de zone d'innovation qui portait beaucoup plus sur l'électrification des transports. Puis avec leur expertise, tout ça en électrification, puis en électrochimie, on s'est dit, écoutons, on pourrait tous se fusionner ensemble, puis devenir une genre de vallée de la transition énergétique. Puis on pourrait développer cette filière batterie et peut-être réussir à déployer tout cet hydrogène au Québec. Donc, on est devenu un peu une vallée de la transition énergétique. Bon, on change souvent de titre de ces temps-ci, tout ce que je vous montre est sujet à changement. Mais grosso modo, il y aurait 2 axes d'intervention prioritaires, une qui toucherait les batteries et l'électrification et l'autre qui toucherait l'énergie et l'hydrogène vert. Je vais insister, bien entendu, aujourd'hui sur la partie hydrogène de cette zone-là, de ce projet de zone-là. On n'est pas encore une zone, on est un projet de zone. On a une vision. On veut, bien entendu, bâtir les chaînes de valeur de l'hydrogène vert du Québec et les élargir sur le monde. Mais nous, ce qu'on veut apporter de plus à tout ça, c'est qu'on veut combiner l'objectif de réduire le coût de l'hydrogène vert avec le développement d'une chaîne de valeur pour la fabrication d'électrolyseurs ou autres procédés novateurs de production d'hydrogène. En fait, on veut amener une giga-usine au Québec. On a cette ambition-là avec les batteries, avoir une giga-usine de fabrication de batteries, mais on aimerait ça avoir une giga-usine de fabrication d'électrolyseurs parce qu'on voit là beaucoup d'opportunités pour notre industrie manufacturière, oui, mais aussi l'industrie chimique, et vous allez voir pourquoi. Puis, une zone se veut attractive. On a déjà réussi à attirer un chercheur, une sommité mondiale en production d'hydrogène. C'est le professeur Bruno Poilette que vous allez voir à l'instant. Puis lui, c'est lui le porteur de la vision hydrogène. C'est lui qui nous amène les idées de giga-usine et tout autre sujet connexe que vous allez entendre tout à l'heure. Bon, ce que ça fait une zone, je pourrais vous en parler longtemps. En principe, on est là pour aider à accélérer la maturité technologique, la commercialisation de produits et de technologies.
on est là pour peaufiner des modèles d'affaires nouveaux ou existants en fonction, bien entendu, de la thématique de la zone. Puis, on espère avoir des infrastructures, des laboratoires privés, peut-être même un centre de formation des métiers de l'hydrogène dans cette zone-là. On fait plein d'autres choses. On est supposé d'être très, très fort sur l'internationalisation. On est supposé d'aider tout le monde, tous les partenaires de la zone dans leur internationalisation. Mais surtout, on veut qu'il y ait beaucoup plus de startups et de spin-offs qui pourraient assurer la pérennité de cette zone-là. Mais bon, allons-y maintenant sur le sujet du jour, l'industrie chimique et l'hydrogène. Vraiment, dans notre zone, on a une bonne présence d'usines et d'entreprises comme Air Liquide, Olin, Cepsa, Arkema, Servitank. Puis il y a plein d'opportunités qui se présentent à eux quand on parle d'hydrogène. Oui, on pourrait remplacer leur gaz naturel par l'hydrogène ou du gaz naturel renouvelable ou un gaz naturel avec de l'hydrogène dedans. Ça les concerne tous. Il y a des affaires qui les concernent plus particulièrement. Il pourrait y avoir des nouvelles utilisations de l'hydrogène de l'Olin dans le parc. Olin, un de ses sous-produits, c'est l'hydrogène. Fait qu'on a pas découvert, mais on a identifié de nouvelles utilisations. Par exemple, il y a des applications véhiculaires où est-ce qu'il y a beaucoup de consommation de diesel, fait qu'on pourrait amener l'hydrogène dans ces applications-là. La production d'hydrogène génère tout le temps de l'oxygène, fait qu'il y a toujours quelque chose à faire avec l'oxygène, fait qu'on pourrait peut-être, par exemple, prendre l'oxygène généré par Air Liquide et enrichir l'air comprimé utilisé par Arkema pour la fabrication de ces produits. On peut penser aussi plus innovation, amener des technologies de photocatalyse pour fabriquer des intrants chimiques pour Cepsa. On a exploré ça avec eux. Bref, il y a plein de choses, plein d'opportunités qui se présentent, mais il y en a encore plus quand on pense à l'arrimage et à la cohabitation avec des nouveaux arrivants. Nouveau Monde Graphite s'en vient, Nemaska Lithium s'en vient. Vous avez POSCO, BASF, Loop Industrie. Il y a même un producteur d'ammoniac vert qui pourrait s'en venir. Donc ça, c'est tout plein de belles synergies dans lesquelles l'industrie chimique peut bénéficier. Par exemple, Olin envisage plusieurs synergies avec Nouveau Monde Graphite et Nemaska. Puis on voit que ça pourrait éventuellement même générer plus d'hydrogène. Donc, on pourrait avoir beaucoup plus d'hydrogène en circulation dans cette zone-là, ce qui serait vraiment intéressant pour déployer plusieurs projets. Mais revenons-en à ce rôle de l'industrie chimique dans la filière de l'hydrogène vert. Et c'est au niveau des usages, entre autres, usages chimiques, usages énergétiques. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que vendredi dernier, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a sorti un très intéressant rapport qui est disponible sur l'Internet sur les principaux usages de l'hydrogène. Vous allez voir. Vous allez voir c'est quoi le rôle de l'industrie chimique dans tout ça. Mais moi, je veux insister sur d'autres rôles qui ne sont pas énumérés dans ce rapport-là. C'est au niveau de la fabrication de polymères ou de matériaux pour les piles à combustible, les électrolyseurs. Ça, là, c'est vraiment, il y a un beau marché, là. L'industrie chimique a un beau rôle à jouer là-dedans. Puis aussi la fabrication de catalyseurs chimiques pour les technologies Power to Gate. On a vu avec la présentation de Stéphane, le projet chez Prima Québec, avec entre autres le CEPROC. Il y a des belles choses à faire à ce niveau-là. Mais aussi au niveau de la production d'hydrogène, oui, comme sous-produit, mais aussi lors du traitement d'eau usée. Si vous utilisez un traitement électrochimique, vous avez la capacité de produire de l'hydrogène. Donc, c'est des choses à y songer. Mais là où est-ce que je vais vous amener aujourd'hui pour entamer la discussion, c'est qu'il est vraiment important que chaque entreprise du secteur de la chimie ait une vision ou un positionnement hydrogène. Puis, un des meilleurs exemples que je peux vous donner, c'est Solvay. Ça faisait un bout de temps qu'on se demandait ce que Solvay voulait faire dans l'hydrogène. Ils ont tardé à sortir un peu leur stratégie, leur vision, mais quand ils l'ont sorti, c'était très bien structuré, très bien réfléchi. Fait que je vous invite à la consulter. Elle est disponible sur Internet. Eux autres, ils ont carrément mis la chaîne de valeur au complet de l'hydrogène, puis ils ont tout dit c'est où que leurs polymères pouvaient se retrouver, surtout leurs polymères thermoplastiques. Fait que ça peut se retrouver dans des membranes, un paquet de choses. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Je pense que tout le monde, toute notre industrie chimique au Québec devrait faire cet exercice-là. Voilà, c'était mon intervention. Écoute, merci beaucoup, Simon. C'est très, très impressionnant. On voit que Bécancour est très actif. C'est aussi un port en eau profonde, il faut quand même le mentionner. Je suis content de voir que, dans le fond, Trois-Rivières, Bécancour et Shawinigan sont rattachés pour ce projet d'envergure. Soulignons également que Prima Québec, nous soutenons activement le projet de zone d'innovation de Bécancour.
Et puis, on voit très bien que ça attire quand même des investisseurs étrangers, dont General Motors pour les batteries. Il y a déjà Arkema, Air Liquide qui sont sur place. L'hydrogène est utilisé pour faire du peroxyde d'hydrogène également. Donc, c'est vraiment, ça aide à faire des briques de polymères ou d'autres matériaux chimiques, comme le mentionner. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant présenter Bruno Paulet. Donc, je vais présenter un petit peu sa biographie. Bruno, c'est l'un des experts mondiaux de l'énergie de l'hydrogène. Il est professeur de chimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a récemment obtenu la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la production d'hydrogène vert, qui a une durée de 7 ans, plus de 1,4 million de dollars du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, et une chaire de recherche industrielle Inergex sur la production d'hydrogène vert pour 5 ans, de plus de 1 million de dollars, Industrie et Ministère de l'Énergie et de l'Innovation du Québec. Bruno est également directeur de Green Energy Lab, le GH2 Lab de l'UQTR, directeur adjoint de l'Institut de recherche hydrogène de l'UQTR et professeur auxiliaire en énergie renouvelable à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie, le NTNU, membre de la NTNU Team Hydrogène. Il est aussi professeur extraordinaire en énergie de l'hydrogène à l'Université de Western Cape, en Afrique du Sud. Il est professeur auxiliaire à Hydrogen Safety Engineering Research à l'Université d'Ulster, Royaume-Uni, et président de la Green Energy Division de la National Association for Hydrogen Energy, IAHE. Donc, sans plus tarder, Bruno, je te laisse présenter l'hydrogène aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc voilà, Bruno Paulet. Donc, je suis sur le territoire québécois depuis août 2021. Et puis, j'essaie de pousser en fait l'agenda hydrogène au Québec et au Canada. Donc, ça fait quand même une belle durée que je travaille dans le secteur. Ça fait 20 ans. En Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Japon et en Norvège. Et puis là, je reste très récemment au Canada. Donc, donc, je vais vous donner un petit topo de 20-25 minutes. Mais vraiment, ce qu'on essaie de faire dans tout ça, hein, vraiment, c'est d'essayer vraiment de se pencher sur la décarbonation. Hein. On a un très grand défi devant nous, c'est le changement climatique, et puis bien sûr, de tout ce qui est énergie, la sécurité de l'énergie, surtout en Europe, etc. Mais quand on vient à la décarbonation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc ça s'opère par divers moyens, notamment en substituant une source d'énergie propre aux hydrocarbures, en améliorant l'efficacité énergétique des installations et des procédés, ou en ayant recours à la capture puis au stockage de ce CO2, de ce dioxyde de carbone. Alors, je suis français, notre président nous avait dit un jour, il y a quelques années de ça, on n'a pas d'autre planète B, il a tout à fait raison. Nous devons absolument réduire nos émissions et respecter notre belle planète. Pour moi, l'hydrogène fait partie de cette décarbonation, mais ce n'est pas la solution. C'est une des solutions parmi d'autres. Ce n'est pas la silver bullet, c'est vraiment, elle fera partie de cette solution parmi beaucoup d'autres. Alors, comme l'électricité, hein, le dihydrogène, ou on l'appelle l'hydrogène par abus de langage, est principalement pour moi un vecteur énergétique et non une énergie en tant que telle, et il produit au moyen de réactions chimiques à partir d'une ressource primaire. Actuellement, pour des raisons économiques, l'hydrogène est issu entre 95 et 99% de transformation d'énergie fossile, dont pour près de la moitié à partir du gaz naturel. Alors, comment on le produit, hein, cet hydrogène? Alors, la production mondiale d'hydrogène est responsable de l'émission d'environ 1 milliard de tonnes de CO2 pour chaque tonne d'hydrogène chaque année. Alors, pour le décarboner, on a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles consiste à capter le dioxyde de carbone émis lors du réformage. Et ce CO2 peut alors être utilisé comme matière première dans certaines industries, par exemple la production de mousse, etc. Mais la solution la plus fréquemment envisagée est celle du stockage géologique dans d'anciennes poches de gaz ou de pétrole vide. Cette technique est appelée CSC, captage et stockage du carbone. Et en fait, ce qu'on a dans ce cas-là, c'est un hydrogène décarboné alors devenu bleu. Alors moi, je ne sais pas trop, en fait, les couleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de vert, bleu, et puis turquoise, etc. Mais essayons peut-être de se pencher sur un carbone, sur un hydrogène
de bas carbone ou un hydrogène renouvelable. Alors, il y a plusieurs façons vraiment de produire cet hydrogène. C'est la plus répandue, je disais tout à l'heure, c'est le reformage du gaz naturel à vapeur d'eau, qui est la technique la plus répandue. Il s'agit en fait de faire réagir du méthane avec de l'eau pour obtenir un mélange contenant l'hydrogène et du CO2. Et le CO2 est émis par ce procédé pour éventuellement être capté et stocké pour produire un hydrogène décarboné. Okay, en lieu et place du gaz naturel, l'utilisation du biométhane, c'est aussi qui est aussi une possibilité. Donc, c'est le méthane qui est issu de la fermentation de la biomasse, qui constitue aussi une solution pour produire un hydrogène décarboné. D'accord. Alors, bien sûr, quand on parle de l'hydrogène vert, il y a deux, je dirais deux procédés ou deux avenues qui sont, je dirais, qui sont les plus utilisées. L'une, c'est vraiment utiliser la biomasse ou les déchets forestiers. En fait, Simon disait tout à l'heure, tout ce qui est eau usée, on peut produire aussi cet hydrogène vert comme ça. Okay, j'étais impliqué au UK il y a quelques années de ça dans un projet avec une compagnie de traitement des eaux où on regardait non seulement la production d'hydrogène, mais aussi la production d'engrais à partir de ces eaux. Dans ce cas, c'était des eaux agricoles pleines de nutriments, etc. Alors, oui, donc pour moi, il est possible d'obtenir cet hydrogène vert avec des techniques de production peu polluantes. Celui-ci, je pense, pourrait jouer un rôle déterminant dans cette transition énergétique mondiale d'ici 2050. Alors, bien sûr, on a parlé de biomasse, mais il y a l'autre avenue, c'est essayer de casser de se casser disons de l'électron vert, cette molécule d'eau, par électrolyse, donc qui est aussi notre possibilité, qui est aussi, je dirais, celle qui est la plus répandue, une qui est plus répandue en ce moment dans le marché, où on peut en fait vraiment, à partir de renouvelables, essayer de produire cet hydrogène à la cathode et puis bien sûr à l'anode sur l'oxygène. Ne pas oublier aussi que l'oxygène aussi a une valeur très importante, surtout quand il peut être utilisé pour les hôpitaux, etc. Alors, oui, donc je dirais, cette réaction est très simple. Donc, vous avez votre eau, quelle qu'elle soit eau pure ou en fait impure, vous utilisez en fait cet électron vert de cette énergie renouvelable, vous classez en fait cette molécule et bien sûr, vous produisez votre hydrogène et l'oxygène. Malheureusement, je dirais que ça demande beaucoup d'énergie, à peu près de 50 ou 5 kWh d'électricité pour cette production, pour produire 1 kg d'hydrogène. On essaye d'améliorer cette efficacité pour produire en fait plus d'hydrogène à un prix moins élevé, disons moins d'électrons verts. Bien sûr, on en parle tous pour l'instant. Cette voie-là est assez coûteuse. L'hydrogène est 2 ou 3 fois plus cher que le reformage du gaz naturel. Et oui, il ne faut absolument pas le gaspiller, d'accord? Il faut vraiment essayer d'utiliser dans les secteurs sans degrés, les secteurs où les secteurs sont très durs à électrifier, où l'électron vert ou l'électron n'a aucun sens. Donc, je parle là de la cimenterie, etc., l'acier, etc. D'accord. Donc, faire très attention, encore une fois plus, que l'hydrogène aura, pour l'instant, sera et en fait utilisé dans ce secteur bien privilégié, très bien ciblé. Alors, électrolyseur, il y a un marché énorme, l'IEA, l'International Energy Agency, qui a en fait un de ses rapports avait mentionné qu'il fallait à peu près 3000 à 4000 gigawatts d'électrolyseurs dans le monde pour essayer de souvenir en fait à la demande de cet hydrogène. Là, on n'est vraiment pas là. On est très très loin d'être dans de ces figures-là. Là, vraiment au total, on a peut-être entre 10 et peut-être 50 gigawatts qui sont implémentés un peu plus dans le monde. Donc, on a beaucoup à faire. Bien sûr, vous avez entendu aussi l'Union européenne qui a annoncé très récemment, je crois il y a 2 semaines de ça, qu'ils allaient augmenter cette production d'hydrogène de 20 millions de tonnes d'ici 2030. Donc, beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là.
Pour l'instant, hein, bon, on est chanceux d'avoir sur le territoire québécois, c'est un des plus grands électrolyseurs hein, de type PEM. Hein, c'est celui qui utilise en fait ces métaux rares, hein, métaux assez dispendieux comme le platine et l'iridium. C'est à 20 mégawatts. Et cette unité, en fait, elle permet de produire à peu près 8,1 tonnes par jour d'hydrogène à faible teneur en carbone, à peu près 3000 tonnes par an d'hydrogène. Alors, cette nouvelle unité, en fait, peut éventuellement éviter l'émission entre 25 et 30 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de 10 000 voitures par an. Donc, c'est déjà pas mal. L'utilisation du secteur industriel, ben oui, actuellement, l'hydrogène a deux utilisations principales. D'une part, il sert de matière de base pour la production d'engrais, d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits chimiques, hein, donc le diméthylèther par exemple. Et d'autre part, il est aussi utilisé comme réactif dans des procédés de raffinage des brutes en produits pétroliers, carburants et biocarburants. Donc, ces usages, il est possible d'en faire, sont néanmoins nombreux et l'hydrogène est prometteur pour décarboner un certain nombre de ce secteur-là et accompagner la transition énergétique, comme par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, la production d'acier, de ciment, d'aluminium, etc. Alors, c'est une visio un petit peu pour un récapitulatif, vraiment, le gaz naturel, biométhane, électricité décarbonée, biomasse, donc réformage avec le CCS, en anglais, électrolyse, gasification, et bien sûr, vous avez l'hydrogène, puis on peut en fait soit vendre directement, le mélanger au gaz naturel, l'utiliser à des piles à l'hydrogène ou piles à combustible. Moi, j'aime bien appeler piles à hydrogène que piles à combustible. Comme je n'ai pas trop ce mot combustion, ça me dérange beaucoup. Turbine, et puis des procédés qu'on appelle ça purement chimiques, Fischer-Tropsch, les véhicules à hydrogène. Et puis, on entend beaucoup parler en ce moment les voitures en fait à hydrogène avec des qu'on appelle ça des IC, des Internal Combustion Engine. Okay. Donc, qui est en fait revenu en fait un petit peu à la mode, qui a été un petit peu abandonné au début des années 2000 et qui revient maintenant, essayer vraiment d'injecter directement aussi l'hydrogène dans votre moteur spécifique à l'hydrogène. J'aurais un petit diagramme où on peut vraiment voir une petite figure où l'hydrogène en fait serait produit. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, conversion de la biomasse pour la production d'hydrogène vert. Bien sûr, la production d'énergie renouvelable, donc l'hydro, bien sûr, et puis haute photovoltaïque, éolien, etc. Et puis, bien sûr, les électrolyseurs qui sont importants dans cette chaîne de valeur de l'hydrogène. Et ne pas oublier, comme avait dit Simon, qu'il est bien temps maintenant de vraiment penser big, grand, hein, okay, des productions d'électrolyseurs vraiment à grande échelle. J'ai utilisé en capacité annuelle du gigawatt, hein, donc avoir des plus grosses usines à hydrogène pour produire l'hydrogène spécifiquement à ces industries qui en ont besoin. Donc, bien sûr, production d'ammoniac, d'engrais verts, d'urée aussi, qui est important, etc. Lorsqu'on voit un petit peu ce qui se passe du point de vue québécois, oui, donc si on regarde bien émissions de CO2, à peu près, le Québec émet à peu près 75 millions de tonnes par an de CO2, le résidentiel commercial à peu près 8,5 millions de tonnes de CO2 pour 81% de la population, le secteur de l'agriculture et le secteur industriel à peu près 31,1 millions de tonnes de CO2 pour 8,4 millions de consommateurs quand même. Dans les transports, plus de 34 millions de tonnes de CO2 représentent 6,5 millions de véhicules. Bon, on a les taxis, 14 millions de tonnes de CO2, autobus hybrides, 63 tonnes pardon, par an, les camions de classe 8, 100 tonnes par an de CO2, soit 43% d'émissions. Alors, si on regarde aussi tout ce qui est autour de l'industrie lourde, si on prend l'exemple de Rio Tinto, fer et de titane, c'est à peu près 0,91 millions de tonnes par an de CO2. ArcelorMittal, à peu près 0,94 millions de CO2, pardon, Valero et Sunco, à peu près 2,5 millions de tonnes de CO2. Donc, assez, en fait, l'industrie assez émettrice de ce CO2.
Si on regarde aussi tout ce qui est côté production, à peu près 90 000 tonnes par an à 100 000 tonnes d'hydrogène, que j'appelle ça gris, hein, réformage sans capture de ce CO2, hein, donc vraiment le réformage brut, donc à peu près oui, donc 100 000 tonnes par an. Le Québec, ce que j'ai pu comprendre, ce que je vois sur les figures, exporterait à peu près de 6 000 à 10 000 tonnes par an d'hydrogène, et qui, en fait, si on regarde bien du côté mondial, si on peut se venir à la demande mondiale d'hydrogène, qui est environ maintenant de 500 millions de tonnes par an, le Québec doit produire entre 30 000 et 50 000 tonnes par an d'ici 2050 pour être compétitif. Donc, 10 à 200 projets d'électrolyse à Bécancour à 20 mégawatts chacun. Donc, qui fait qui est assez énorme. Si on regarde aussi, donc, bien sûr, donc, j'ai un petit infogramme ici. Donc, actuellement, la production annuelle de 100 000 tonnes donc, représenterait 0,1% de la production mondiale. Donc, grosso modo, une tonne d'hydrogène produit par le gaz naturel émet 10 tonnes de CO2, une tonne d'hydrogène produit par le pétrole émet à peu près 12 tonnes de CO2, et une tonne d'hydrogène produit par le charbon émet à peu près 19 tonnes de CO2. Donc, ce qui est assez important. Où je vois en fait tout ce qui est dans la chimie en ce moment, donc vraiment, si on veut vraiment avoir une chimie verte, où on a en fait production de cet hydrogène vert, là je vois vraiment le secteur industriel, le secteur du power to X, comme on dit, comme par exemple la méthanisation, donc pour la fabrication de méthane, le procédé Fischer-Tropsch, c'est la synthèse des carburants, par exemple le diesel, le propane, le pétrole, etc. La synthèse du méthanol, la synthèse des oléfines et du propylène, pardon, et de l'éthylène dans des alkènes en fait. Synthèse d'ammoniac et de carburant, solvants et d'autres produits azotés tels que les engrais. Okay. Alors, donc là, un petit calcul comme exemple ici, une 20 mégawatts d'unité d'électrolyse comme ça à Bécancour, qui produit, comme je disais tout à l'heure, 3 000 tonnes par an d'hydrogène. Donc, ce serait à peu près, pourrait éventuellement produire 16 000 tonnes par an d'ammoniac, 12 000 tonnes par an de diméthyléther, et par conséquent, pourrait recycler 24 000 tonnes de CO2, et on pourrait éviter aussi aux environs de 30 000 tonnes par an de CO2. Donc, qui est assez en fait important. Donc, essayer d'utiliser ce CO2 pour produire ces produits à valeur ajoutée. Alors voilà, notre exemple ici, donc l'usine de production d'hydrogène vert à air liquide à Bécancour, donc, comme je disais tout à l'heure, pour éviter 130 tonnes par an de CO2 dans le secteur du transport, comme les taxis, les bus et les camions. Alors, notre exemple ici, bon, je peux en donner plein, mais un petit peu, donc, si on regarde bien l'industrie chimique ici, okay, donc, je disais tout à l'heure, on pourrait bien éviter énormément CO2, on peut le recycler aussi pour ces produits à valeur ajoutée. Donc, il y a quand même un business à faire, il y a quand même vraiment, c'est un bon business model pour moi d'utiliser cet hydrogène et le CO2 aussi de ces industries qui sont assez dures à décarboner. Voilà, donc l'hydrogène est idéal pour le transport et l'industrie lourde. Donc, si on regarde bien, si on se dit, voilà, bon, on veut décarboner totalement, donc 100% le camionnage lourd au Québec, cela nécessiterait à peu près 1 million de tonnes par an d'hydrogène vert, soit 6 gigawatts de capacité d'électrolyse, ou encore 300 usines de type air liquide à Bécancour, avec 50 TWh de consommation d'énergie et un coût estimé environ de 10 milliards de dollars. Donc, vous voyez un petit peu les défis ici. Effectivement, si on regarde aussi dans le secteur du camionnage et transport lourd, hein, moi, je vois bien pour le moment que l'hydrogène serait un bon contestant, hein, surtout les camions de classe 8. Quand je suis arrivé sur le territoire nord-américain, vos camions sont assez balèzes, hein, assez bien, je dirais, assez très gros, hein, comparé à ceux d'Europe. Donc, je pense pour moi, pour le transport de biens, etc., de goods, l'hydrogène pour moi a un avenir dans ce secteur-là. La mobilité urbaine et les moyens de la grande flotte de véhicules taxis. Pour l'instant, au Québec, au Canada, je ne vois pas ça encore bien démarrer. Hein, comparé, la semaine dernière, j'étais en France. Vous savez qu'on a une flotte de taxis en fait, qui est de 500 à hydrogène, 500 véhicules à hydrogène.
Pour nous, ici, on n'est pas encore prêt, pour ce secteur-là, mais encore une fois plus, se cibler sur les secteurs très durs à décarboner, donc le transport lourd, l'industrie lourde, l'industrie chimique, qui est pour moi, en fait, la première cible, les premières cibles. Voilà. Si on regarde bien la décarbonation totale dans la métallurgie, hein, donc l'acier, alors ça nécessiterait environ de 135 000 tonnes par an d'hydrogène vert, environ, grosso modo, 1 gigawatt de capacité d'électrolyse, soit 9 TWh de consommation d'énergie avec un coût estimé aux environs de 1,5 milliard de dollars. Alors, je vais finir là, mais pour être très clair, pour réduire les émissions de GES, l'électrification reste quand même la priorité. Mais bien sûr, l'hydrogène vert et les bioénergies joueront un rôle complémentaire à l'électrification des secteurs de l'économie difficilement électrifiables, ces secteurs que je appelle les no-regret sectors, ou les secteurs sans regret. Alors, ces deux filières seront néanmoins stratégiques pour atteindre éventuellement la carboneutralité en 2050. Alors, pour en finir, hein, pour votre information, la stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies sont actuellement en cours d'élaboration et nous attendons avec très grande impatience dans quelques jours l'annonce de cette stratégie. Alors, dernièrement, pour en finir aussi, encore, le déploiement de l'hydrogène décarboné est envisagé d'ici la fin de la décennie. Moi, je pense que son plein essor étant plutôt, vraiment, je pense qu'il y a de la place pour cet hydrogène, mais bien sûr, il faut essayer de lever un certain nombre de verrous, de bottlenecks. Par contre, il faut garder les pieds sur terre. Okay? Donc, je dis toujours, l'hydrogène n'est pas la silver bullet, c'est une des solutions parmi beaucoup d'autres. Okay? La réalité, c'est que l'hydrogène est vert pour le moment. Donc, il faut essayer de se pencher sur la réduction de cet hydrogène et bien sûr des technologies qui soient plus performantes, etc., qui soient aussi, bien sûr, déployées dans le volume. Un petit peu ce qui s'est passé, je dirais peut-être, la même économie, scale of economy, avec le photovoltaïque il y a quelques années de ça, où c'était vraiment, on voyait très bien, bon, à cette époque-là, les photovoltaïques étaient très, très chers. Et je pense qu'on va peut-être un même modèle ici pour les électrolyseurs, par exemple, et éventuellement pour avoir de l'hydrogène vert qui soit en parité avec nos carburants actuels. Voilà, donc je voudrais en fait seulement dire que, pour en finir, c'est que ce secteur-là, ce secteur no-regret sector, donc bien sûr la scierie, sidérurgie, cimenterie et bien sûr le secteur industriel chimique où on peut vraiment ajouter de la valeur à cet hydrogène dans le procédé chimique. Voilà, donc juste pour vous remercier. Je suis aussi à la recherche de Young Talents. Hein. Je suis président de la Green Hydrogen Division de l'International Association for Hydrogen Energy. Et voilà, donc s'il y a des volontaires, veuillez m'envoyer un petit mail et puis on en discutera. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci Bruno, merci pour c'était beaucoup d'informations que tu as présentées ce matin. J'ai pris quand même des notes un petit peu pour rappeler l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, etc., l'hydrogène gris, l'hydrogène avec différentes couleurs. Là, on mise vraiment sur le vert de plus en plus, mais on a aussi une transition énergétique tranquillement passer pour avoir l'hydrogène bleu, décarboné, récupérer le CO2 émis et minéralisé, par exemple. Ce qu'on retient aussi, c'est que ça prend quand même 9 kg d'eau pour faire 1 kg d'hydrogène et 8 kg d'oxygène. Moi, j'aime le développement durable, donc revaloriser l'oxygène pour faire autre chose et pas le mettre dans l'air parce que l'air a déjà plein d'oxygène. Donc, si on peut trouver une utilité, c'est encore mieux. Aussi, on voit que quand même l'hydrogène vert est 3 fois plus cher que l'hydrogène bleu. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que toute la R&D, on a vu, si on fait des gigafactories, le CAPEX diminue. Donc, c'est sûr que plus on fait des grosses unités, moins ça revient cher en bout de ligne. L'électrolyseur de Bécancour, 20 MW, c'était un démonstrateur pour voir que oui, c'est réalisable. Mais si on multiplie ces unités, ce n'est pas la règle du pouce. Ça devient de moins en moins cher de faire des grosses unités. Aussi, Bruno, moi, je vais avoir des questions à te poser par le biais du Q&A. Et j'en ai aussi une pour moi par rapport à ta technologie. Comment est-ce qu'on peut justement augmenter l'efficacité énergétique des utilisateurs par ta technologie? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne?
Oui, bien sûr, en fait, on peut, tout dépend aussi du matériau qu'on utilise et, et aussi du balance of plant. Ok. Donc, c'est ça où on a en fait plus de réduction, non seulement en fait l'efficacité de ces matériaux-là, mais aussi du coût aussi de ces matériaux et ces balance of plant. Donc, tout ce qui est autour, en fait, l'ingénierie autour de ces électrolyseurs. Ok. Donc, il faut trouver d'autres matériaux plus performants, plus efficaces et aussi, je dirais, moins coûteux. Pour l'instant, notre technologie de type PEM est basée sur des métaux qui sont critiques et des métaux qui sont très coûteux. Par exemple, l'iridium, j'ai regardé l'évolution depuis les années 2000. En 2020, ça a augmenté presque 10 fois plus. D'accord. Là, on est à peu près à 150 euros, 200 dollars le canadien par gramme. Alors, on utilise quand même un demi kilo d'iridium par mégawatt d'électrolyseur. Okay. Si on fait bien nos calculs, si on se penche par exemple avant l'annonce la semaine dernière de l'Union européenne de la capacité d'électrolyseur, avant ça c'était 2 fois 40 gigawatts, il nous faudrait à peu près aux alentours j'avais fait des calculs l'autre fois, à peu près du 20 tonnes d'iridium, grosso modo, pour essayer vraiment de subvenir à ces à ces 2 fois 40 gigawatts. Quand je parle avec Anglo-Americans ou Impala, qui sont en fait des compagnies sud-africaines, etc., enfin européennes, sud-africaines, qui ils me disent on n'a pas cette capacité-là de cet iridium, de ces métaux comme le platine dans le monde. Hein. Et puis, à part bien sûr l'Afrique du Sud, à peu près 75%, 80% où résident ces métaux-là, on a aussi les pays, je dirais, qui sont géopolitiquement instables, hein, comme la Russie ou le Zimbabwe, etc. Donc, il faut déjà penser, non seulement bien sûr à réduire ces coûts-là et essayer de se pencher sur l'efficacité, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut bien mettre au clair. Depuis plus d'un siècle, on roule avec un système qui est inefficace. D'accord? Et on accepte ça. On ne pourra jamais battre le cycle de Carnot. D'accord? Alors, c'est bien, je suis d'accord que c'est un système qui est peu efficace. Pour moi, 65%, 70% d'efficacité pour l'électrolyseur, c'est quand même pas mal, okay, comparé à 35% à d'autres systèmes. D'accord? Bon, il y a toujours cet aspect-là, je suis d'accord. Il faut essayer de maximiser… Excuse-moi Bruno, Vas-y. j'ai beaucoup de questions à poser en fait dans le Q&A et le temps est compté. Je pense que j'ai une question ici pour Simon Barnabé, le QTR. Une question qui dit: est-ce qu'il est moins coûteux de produire de l'hydrogène à partir de la biomasse forestière ou par électrolyse? Alors là, Bruno, je pense que tu peux y aller. En s'il te plaît, 30 secondes, ça serait bien d'avoir une réponse. Merci. Ça a été coupé, excuse-moi, tu as été coupé, excuse-moi, vas-y. La question, en fait, s'adresse à Simon Barnabé, je pense. Ah oui, la question, parce qu'en fait, j'ai 2 panélistes quand même. On laisse la parole un petit peu aux deux. La question, c'est: est-ce qu'il est moins coûteux de produire de l'hydrogène à partir de la biomasse forestière ou par électrolyse? Bon, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment des cas. Je n'ose pas trop m'avancer là-dessus. Ça dépend vraiment où est-ce Oui qu'on ou se non? situe. Je dis parfois. Parfois. Ah, d'accord. OK. Bah, écoute, on va rester là, je pense. C'est bien comme question. Au moins, tu t'avances pas trop comme ça. J'en ai une autre là, qui est très pertinente également. L'efficacité des électrolyseurs, même celle des PEM, est très basse, mais on parle beaucoup aussi des Capillary Fed Electrolysis Cells, qui auraient une efficacité de 98%. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas la révolution tant attendue? Y a-t-il des travaux de recherche sur ce type d'électrolyseur au Québec? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux, clairement? Bon, alors, en ce moment, on a beaucoup de choses qui s'annoncent, d'accord? Donc, oui, c'est possible, mais moi, j'ai toujours, ce qu'on fait au laboratoire est totalement différent quand on fait du scale-up. Donc, Exact. il reste à prouver, d'accord? Mais à ma connaissance, sur le territoire canadien, je ne sais pas, sur le territoire du Québec, je sais que c'est sûr qu'on ne se penche pas sur cette technologie. D'accord? Mais effectivement, c'est un winner, c'est possible, mais tout, bien sûr, ça a été démontré des TRL assez bas, d'accord?
Maintenant, ce qui reste à démontrer, c'est vraiment, je dirais, le scale-up, La mise à l'échelle. la mise à l'échelle. Exactement, tout à fait. Merci Tout à fait. Bruno. Une autre question pertinente. Quelle est la place de la photocatalyse dans l'avenir de l'hydrogène vert selon vous? Est-ce qu'on a des exemples industriels de production et utilisation de ce type d'hydrogène, la photocatalyse? Oui, alors pour le moment, il y a quelques petites PME pardon, en Europe qui se penchent sur la question. Malheureusement, nous sommes dans des TRL qui sont assez bas. Okay, on peut produire l'hydrogène à partir du photon, c'est clair, avec des semi-conducteurs, avec des matériaux assez innovants, mais on a des efficacités qui ne sont pas excellentes. Okay, on a des gradations du semi-conducteur, on a aussi, il y a plein de défis autour de cette technologie. Mais effectivement, ça fait partie, je dirais, de toute stratégie R&D, quand je parle aux Américains, quand je parle en Europe. Là, on voit vraiment un potentiel à un long terme. Okay, donc, vraiment voir si on pourrait regarder d'autres matériaux et vraiment plus innovants, avoir des transformations, enfin, à partir de l'eau, d'hydrogène avec des efficacités assez bien élevées, plus que l'électrolyse, bien sûr. Tout à fait. Et puis moi-même, ayant entré un petit peu dans la photocatalyse, l'idée, c'est un petit peu aussi de rapprocher les anodes et les cathodes pour minimiser les pertes atomiques et avoir aussi un maximum d'ensoleillement qu'on n'a pas nécessairement tout le temps au Québec. Et dans certains pays, on n'a pas. On pense peut-être à Dubaï, ça marche très, très bien, mais ici au Québec, c'est peut-être un peu moins performant. Une question aussi pertinente. En Europe, on dit que quand on installe des éoliennes, ça pose un problème en termes de pollution visuelle pour les riverains. Pollution aussi pour le transport jusqu'à la destination de l'importation, pollution pour l'alimentation électrique quand il n'y a pas assez de vent pour faire fonctionner, et pollution quand on démantèle les pales d'éoliennes avec une durée de vie de 10 ans, et pollution aussi, recyclage des matériaux avec lesquels elles sont construites, parce que ces matériaux qui sont non recyclables. Pouvez-vous nous dire si effectivement en Amérique du Nord, est-ce que c'est différent? Pour répondre un petit peu à la question, moi j'ai vu dernièrement que les compagnies s'engagent à faire des pales d'éoliennes recyclables. Donc, j'essaie la parole à Simon ou à Bruno. Vas-y, Simon, parce que je ne suis pas, côté nord-américain, je ne suis pas trop attendu. Mais je pense que Stéphane a donné une partie de la réponse. C'est que normalement, là, il faut toujours penser éco-développement, puis toujours penser à la recyclabilité. Fait que, tout ce qui va tous les développements de matériaux qui vont se faire dès maintenant et dans le futur va se faire avec cet esprit-là. Donc, ça devrait être recyclable. On s'attend à ce que ce soit recyclable. Alors, tout ce qui se passe du point de vue européen, c'est qu'on parle beaucoup de offshore, d'accord, pour essayer justement de minimiser cette pollution visuelle, d'accord. Donc, il y a des projets maintenant, des projets européens qui se font pour produire votre hydrogène sur les vieilles plateformes, par exemple, plateformes oil and gas, ou alors vraiment avoir vos éoliennes à 10 km du port, par exemple, et avoir vos électrolyseurs, etc., etc. OK, donc oui, ça se passe. OK, excellent, merci. J'ai une question, mais pas dans le chat, elle est personnelle en fait. On parle également des électrolyseurs SOFC, Oui. Solid Oxide Fuel Cells, qui est en fait très, très performant Oui. pour tout ce qui est résidentiel, là. Alors, Oui. on a à la fois l'énergie thermique qui peut être récupérée et aussi électrique, puis ça peut aussi être réversible. J'aimerais avoir un petit peu votre point de vue par rapport à ça, qui, selon moi, est une technologie où on ne prend pas de l'iridium, mais on prend d'autres matériaux, moins de catalyseurs. Et comment ça peut s'implanter ici au Québec efficacement? Oui, en fait, c'est une technologie qui est très efficace. Hein. Il y a du 95%, hein, donc haute température, 800 000 degrés C, qui est réversible. Donc, on utilise presque les mêmes matériaux, hein, les triomes, etc., le scandium, etc., qui est aussi sur le territoire en fait québécois. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite analyse très, très, très rapide l'autre fois. Oui, c'est un secteur, moi, que je pense où ça pourrait faire, on aurait du win-win vraiment au Québec et au Canada. Si on veut vraiment, je dirais, ajouter plus de valeur à cet électron vert, hein, qu'il soit d'Hydro-Québec ou autres, je dirais, fournisseurs, je pense que c'est une technologie, surtout aussi des industries où ils émettent beaucoup de chaleur. Cette chaleur-là peut être utilisée pour fabriquer cet hydrogène. D'accord? Alors, il y a je dirais, il y a un major manufacturier, c'est Haldor Topsøe, qui est une compagnie danoise. C'est une sorte de, je crois que c'est une spin-off du DTU, qui maintenant va dans le scale-up. D'accord? Donc ça, oui, c'est possible.
Tout à fait. Aussi, je voulais mentionner que les SEFC ont besoin de vapeur d'eau surchauffée. Et justement, à Montréal, on a, avec Énergir, la chance d'avoir un énorme réseau dans des kilomètres de vapeur pour chauffer les bâtiments. Ça pourrait éventuellement, là, je lance une perche à Hydro-Québec, là, et peut-être Oui, très vite de ça se Montréal, voit. d'avoir des SOFC dans les bâtiments du centre-ville, parce que justement, avec cette belle chaleur-là, on peut générer de l'électricité très efficacement, plus de 95% efficace. Les SOFC, c'est vraiment des céramiques et la Tout à fait. recherche va vers justement baisser la température d'utilisation de ces SOFC-là. Donc, je lance une perche comme ça aux chercheurs et aussi à Hydro-Québec. J'ai essayé de lancer des perches en Europe, mais malheureusement, ils ne me répondent pas parce que je pense que le scale-up n'est pas encore présent. Donc, c'est vraiment un marché à regarder de très, très, très près et qui Tout est à fait. très avant-gardiste. J'ai aussi une dernière question dans le chat. J'en ai une autre qui vient de se rajouter, il me semble. Quel est le rendement de… Ah, on l'a enlevé. C'était le rendement de l'électrolyseur PEM à Bécancour. C'est à cause que je venais d'y répondre par écrit. Ah, Ah, d'accord. c'est toi. Donc, c'est quoi pour nous Ben, tous, ben, c'est quoi le ben, rendement? je vais tenter une réponse un peu évasive. Les optimisations sont en cours à Bécancour parce que les actualiseurs ont été mis là pour ça, pour optimiser le procédé. Puis les rendements augmentent constamment, fait que, à un point tel que là, maintenant, Air Liquide s'engage sérieusement à agrandir son usine pour pouvoir Excellent. doubler sa production d'hydrogène vert. Donc, c'est positif. Je ne peux pas dire les chiffres exacts du rendement, du pourcentage de rendement, mais ça va bien. Là. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, optimiser le procédé sur C'est place, ça. puis ça va bien. J'ai Ça va également bien. une question personnelle pour les électrolyseurs, justement. On parle de PEM avec des membranes et aussi alcalin. Oui. Comment les deux sur le marché, comment est-ce qu'on peut percevoir l'avantage de l'un par rapport à l'autre en termes de peut-être de Bah, maintenance ou de… oui, bien sûr. Bah, déjà, le coût. Hein, ok. Donc, l'alcalin est, enfin, l'alcalin traditionnel, hein, l'alcalin qui a été vraiment inventé par la Norvégien, je dirais que bon, il est moins cher que le PEM. Point de vue efficacité, c'est à peu près la même chose. Mais point de vue en fait durabilité, bon, l'alcalin n'est pas aussi durable que le PEM. Et aussi tout ce qui est intégration aux énergies renouvelables. L'alcalin, il n'est pas trop, je dirais, compatible. Okay, il faut vraiment, vraiment je dirais, un électron stable un petit peu quand même. Donc tout ce qui est intermittent, c'est pas très bon pour l'alcalin. Par contre, il y a une autre technologie qui s'en vient, et puis justement sur la partie de mes deux chairs, c'est vraiment l'AEM, c'est l'Anion Exchange Membrane Water Electrolyzer, c'est-à-dire on prend les deux, on prend les avantages des deux technologies, plus l'avantage, on n'a pas besoin de se pencher sur ces métaux critiques, mais plutôt sur les métaux stratégiques, comme par exemple québécois. D'accord? Donc Le là nickel, voilà. Bruno, est-ce que tu mentionnes le Dis-moi. nickel à ce moment-là dans tes matériaux? Exactement. Et nickel, cobalt, etc., zirconium, etc. Tout à fait. Et ça fait partie de mes deux chairs. D'accord. Donc, non seulement, bien sûr, de réduire dans les PEM, je dirais, le taux du platine et d'iridium, mais aussi regarder à la next generation, la nouvelle génération d'électrolyseurs, qui sera à des coûts assez performants, hein, assez intéressants, pardon. Okay, on ne sera pas à du 1000, 2000, 3000 canadiens par kilowatt, mais là, on sera vraiment dans vraiment des zones assez, je dirais, abordables. Donc, vraiment essayer de 30%, même 50% de réduction. Okay. Voilà. Merci Bruno pour ces questions. Ici, écoute, je ne pense pas que j'ai d'autres questions qui me viennent en tête. On a pas mal fait le tour un petit peu de la question. Ouais. Je pense que je vais redonner la parole à Manon pour conclure l'événement. Je pourrais peut-être donner quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Oui, vas-y. Oui, en fait, donc Isabelle a bien mis les choses au point du point de vue en fait disponibilité de cet électron vert dans le marché, et c'est très important. Et il faut vraiment qu'on soit très très clair que au-delà de 50 mégawatts, ce sera en fait une sorte de oui, il faut voilà. Donc il y a un cap, ce que je veux dire. Mais effectivement, ça pourrait aussi peut-être accentuer, catalyser d'autres producteurs aussi d'électrons verts dans le marché québécois ou canadien pour produire cet hydrogène vert. Donc,
voilà, donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Si on a vraiment une compagnie qui veut vraiment s'investir dans cette production d'hydrogène vert ou d'hydrogène pour, mettons, production d'ammoniac, etc., je pense qu'il faut regarder vraiment tout ce qui est autour de la disponibilité de cet électron vert et peut-être aussi de la production, de la capacité, je ne sais pas, de l'éolien, etc., etc. Merci Bruno pour ces compléments. Je vais peut-être, je ne sais pas si maintenant tu conclures ou si je vais conclure. Je peux conclure. Okay, alors, d'abord, merci à tous les participants qui sont encore avec nous. Alors, clairement, nous avons été choyés d'avoir des animateurs et conférenciers, experts qui auraient pu nous entretenir vraiment tout l'après-midi. J'avais une question personnelle, peut-être que vous aurez l'occasion de la partager. Sinon, j'espère que la stratégie, en fait, qui est en cours d'élaboration, qui va être présentée et connue sous peu, j'espère qu'elle répond à vos attentes et j'espère que vous y retrouvez ce que vous recherchez effectivement. Vous avez les doigts croisés. Alors, je l'espère. Si le temps nous le permettait, je vous demanderais qu'est-ce que vous espérez retrouver dans cette stratégie. S'il y a des personnes qui sont disponibles encore quelques minutes pour vous entendre sur ça, ce serait une excellente conclusion. Simon, vas-y. Moi, je dois vous quitter. Merci tout le monde. Bon, on a quand même beaucoup d'attentes, mais si ça peut favoriser l'intégration des technologies de l'hydrogène dans des secteurs du transport lourd, de l'industrie, un peu ceux qu'on a identifiés tout à l'heure, on en serait très heureux, mais on veut aussi qu'il y ait de l'argent pour la formation, parce qu'on va avoir vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ça pour que la filière lève. Fait que, bref, c'est ça. On espère ça. Bruno, c'est quoi que tu espères, toi? Okay. Moi, je veux en fait essayer de stimuler cette filière des électrolyseurs. Et je pense qu'on a vraiment un gros besoin au Québec et au Canada. D'accord? Et donc, voilà. Donc, si on peut être vraiment en part, comme on dit, avec les Européens, moi, je serais très, très content. On vous le souhaite. On nous le souhaite. Oui. Je tiens à mentionner quand même que Prima Québec, on est là aussi pour supporter des projets collaboratifs. J'en ai présenté 2 tantôt, mais il y en a d'autres qui sont en cours de développement, notamment sur les plaques bipolaires, catalyseurs, électrolyseurs, piles à combustible, etc. Donc, nous, les RSRI, là, les regroupements sectoriels, on est là pour ça aussi, pour aider justement à favoriser la collaboration et avoir des produits innovants au Québec. Donc, c'est sûr que n'hésitez pas à nous contacter, nous chez Prima ou d'autres RSRI qui sont concernés là, par l'hydrogène. On est vraiment là pour ça, puis on relève vraiment le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour favoriser justement l'hydrogène vert au Québec. Donc, n'hésitez pas. Super. Merci à tous et en espérant que ce bref exposé aura au moins fait germer des idées et peut-être le début de nouvelles collaborations entre les personnes qui participaient aujourd'hui. Alors, merci encore une fois à nos partenaires. Merci Isabelle, merci José qui vient de nous quitter. Et Simon, merci beaucoup. Je sais que tu as été instrumental dans l'élaboration de ce thème avec Sylvain et Esteban. Et c'était vraiment un plaisir. On aurait pu en parler tout l'après-midi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et désolée, Simon, encore, je n'étais pas préparée pour ta biographie. Tu as énoncé beaucoup mieux que je l'aurais fait. C'est correct, c'est bon. Merci. À tout de suite. OK, merci, bye-bye. Au revoir. Okay, bye. Merci. Merci à tous. Bonne fin de Salut, journée au tout revoir. le monde. Oui, Merci, à vous au revoir. aussi. Bye. Au revoir.